Je suis Deborah Moskowitz, hein, euh, et je suis à Centreville, dans le bureau de Toronto. Je suis spécialisé pour les cas de l'abus des enfants. Ce sont les cas des enfants au-dessous de 16 ans, parfois au-dessous de 18 ans. Et ça porte sur l'abus sexuel ou les cas de pornographie des enfants. Et puis, je suis le procureur pour ces cas pour les derniers 5 ans. Je fais part du groupe. Je suis Deborah Glenbrook. Je suis l'opérateur social. Euh, je suis basé sur à l'hôpital de Sick Children. C'est le programme de négligence. Et puis, on travaille aussi avec les opérateurs de bien-être et les centres de CASIC et avec la police. Bien-être et les centres de CASIC et avec la police. On va commencer. Aujourd'hui, moi et Deborah, on essaie de vous offrir des choses pour ruminer sur lesquelles qui seront en relation pour compléter deuxième ou supplémentaire interview judiciaire, médico-légale. Il y en a quelques-uns que j'étais sur la conférence. J'ai parlé avec les collègues de police de l'autre part de l'Ontario et pendant la conversation, et ils ont parlé des problèmes que dans leur juridiction, il y en avait une décision pour les enfants d'avoir seulement un interview judiciaire pendant l'investigation des abus des enfants. Et deuxième n'était pas permis. Je suis qu'à Toronto, d'une manière assez routine, on fait beaucoup des interviews complémentaires, secondaires. Et pendant l'entraînement avec les centres du CAC pour les interviews à suivre ou complémentaires. Il me semble, je suis presque sûr qu'il y en a un mix des pratiques qui sont reliées avec le problème de conduire les interviews judiciaires complémentaires. Et c'est tout un sujet pour vous laisser penser et parler de cela dans ce groupe. Des gens dans des juridictions différentes peuvent y reparler et voir ce qui est le meilleur pour leur communauté particulière. Pour les terminologies, quand je dis les interviews judiciaires complémentaires auprès d'enfants, c'est synonymique pour les deuxièmes entrevues médico-légales. Il y en a des situations quand il y en a le problème avec l'abus des enfants. L'enfant a pris l'interview, initialement, l'entrevue unique, mais parfois il y en a le deuxième interview, l'entrevue unique, mais parfois il y en a le deuxième interview qu'il en faut faire, qui est en relation de même allégation, mais c'est l'extension de cette entrevue médico-légale initiale. Et je voudrais le faire distinguer que quelques personnes peuvent savoir qu'il y en a l'approche multiple des entrevues multiples ou les entrevues complémentaires qui étaient dans les USA avec l'intention de faire plus qu'une entrevue judiciaire avec cet enfant. Ce n'est pas que le focus de notre affaire aujourd'hui. Ici, l'idée est qu'il y en avait initialement l'idée d'avoir seulement une entrevue avec l'enfant et puis quels sont les critères pour laisser les gens de penser que peut-être ce sera bon d'avoir une deuxième interview. Juste pour retourner dans le temps, ce sera bon d'avoir une deuxième interview. Juste pour retourner dans le temps, j'ai fait le degré en histoire et bien c'est que j'ai le contexte historique, alors je le mets dans le contexte historique. On sait que le champ des interviews judiciaires, il y en a 20-30 ans, a eu un grand tour en ce qui concerne de ce qu'on sait, quel est le mode d'extraire d'extraire l'information sur laquelle on peut relier. C'est-à-dire, il y en avait des interviews multiples, des questions répétitives, on essayait beaucoup des tactiques et un des questions qui était mis sur la table il y en a beaucoup 10 ans,
c'est que si les enfants peuvent être des témoins fiables, est-ce qu'ils peuvent nous donner de l'information fiable quand on parle à eux en 1995, qui nous a laissé connaître qu'il y en a beaucoup de limitations que les enfants ont en respect de leur habilité de prévoir l'information sur laquelle on peut se fier. Et il faut être très clair qu'il y en a les effets détrimentaires des questions trompeuses ou les approches où on va insinuer, on veut obtenir un certain type de réponse de la part des enfants. Et aujourd'hui, après 30 ans de pratique et de recherche, on a fini plus ou moins sur le point champ des interviews judiciaires, médico-légales, et on sait que les approches doivent être sans bias, c'est-à-dire l'accès sur le test d'hypothèse. Cette approche, c'était que on fait l'interview et ne pas confirmer ce que nous pensons que c'était passé, mais pour voir un numéro des divulgations pensant que c'était passé, mais pour voir un numéro des divulgations possibles ou des allégations possibles que les gens vont mettre sur la table. L'importance des questions ouvertes pour ne pas avoir les questions suggestives, ce n'est pas nouvelle pour tout ce qui était dans le champ d'interview. On a un bon sens des pratiques meilleures pour l'approche, pour l'interview auprès des enfants. Pendant toutes ces années, on est venu pour le point, peut-être il y en a 5 ans ou quelque chose de genre, je dirais, quand on a pensé que l'interview seule ou peut-être seule, c'était l'approche meilleure. Il y en avait des raisons, je ne veux pas que vous pensiez que quelque chose n'allait pas bien, mais comme les entrevues judiciaires uniques, c'est l'approche normale dans ce point-là. Mais on sait qu'on ne peut pas limiter les possibilités qu'il y en a un bias qui vient dans l'interview, bias où les techniques mal faites vont être appliquées, mais aussi le numéro des enfants qui viennent nous voir avec l'histoire de trauma. On a vu qu'il y en avait certaines fois quand il fallait parler avec eux. Et parfois, si on parle quelquefois avec eux, c'est mieux de ne pas les mettre en distress ou dérégulés. On sait que les sessions uniques aussi peuvent éliminer l'inconsistance entre les interviews différentes. Le rationnel au-dessus, c'est le meilleur argument qu'on ne peut pas faire l'argumentation aux USA, maintenant et au Canada, avec les santé sociales. Puis, la déclaration enregistrée de vidéos est très importante pour les enfants. Le code criminel, l'article 715.1 permet d'avoir comme l'évidence en vidéo, mais il faut avoir les préconditions. Premièrement, les conditions, c'est que l'enfant ou la victime doit être sous 18 ans. Puis l'enregistrement vidéo doit être fait dans un délai raisonnable après la perpétration. Et puis la victime doit tout simplement décrire ou témoigner ce que s'était passé. Et puis, il faut adopter les contextes de vidéo. Une fois l'enfant adopte le contenu de vidéo, confirme alors le vidéo, l'enregistrement sera admis. L'article 715, c'était mis pour les deux objectifs principaux. L'enregistrement sera admis. L'article 715, c'était mis pour les deux objectifs principaux. Premièrement, c'est très important d'avoir les meilleures évidences. Et en prenant les meilleures évidences, c'est toujours prendre l'information de la part de l'enfant un jour, quelques jours, même un mois après l'incident. Ce sera la meilleure récollection des événements de la part de les enfants et ça va nous assister comme un opposé avec un enfant qui va donner le témoignage dans le cours 2-3 ans après.
On sait que les adultes, dans la plupart des cas, les adultes peuvent se souvenir des événements. euh, le moins de temps se passe et pas des mois et des années. Deuxième raison, c'est que de participation de l'enfant. C'est-à-dire, en- ça permet des enfants de dire ce que s'était passé dans la cour par vidéo. Et en utilisant cette vidéo, on n'a pas besoin de faire la victimisation de l'enfant dans le processus de la cour. Ce n'est pas toujours la meilleure chose, mais on peut toujours utiliser les témoignages vidéo, si les préconditions y sont. Il y en a toujours une discrétion résiduaire de la part du juge. C'est-à-dire, c'est très important que les vidéos doivent être faites d'une manière bonne. C'est-à-dire, l'intervieweur ne met pas les questions trompeuses, la qualité de vidéo est bonne et que les motifs des personnes participant à l'obtention de déclarations doivent être considérés aussi. Ce sont quelques à considérer aussi. Ce sont quelques, entre beaucoup des faits, qui doivent être pris en considération par le juge pour voir si on va prendre le témoignage de l'enfant tel quel dans la cour. Un autre fait de prendre en considération et une des possibilités d'utiliser la vidéo, ce sont les enquêtes préliminaires. L'article 715 du Code criminel permet d'utiliser le vidéo pour les témoignages de l'enfant. C'est permis. Alors, ça veut dire que sous section 740, 547 du Code criminel spécifiquement, si le témoignage est crédible et construit d'être crédible, alors les vidéos de l'enfant peuvent être mis comme l'évidence dans les enquêtes préliminaires. Si ça conforme avec l'article, alors l'avocat du défense doit mettre l'application pour contre-examiner cet enfant et dans certaines instances, ça peut dire que peut-être l'enfant n'aura pas à testifier ou témoigner la question. Session seule dans l'interview judiciaire ou est-ce qu'on va faire des deuxièmes interviews ou des interviews complémentaires? On va voir les recherches. Les recherches et les idées, ils sont. C'est le quote par Gail Goodman et ses collègues qui a été publié en 2010 de la part dans des recherches faites sur le papier où ils ont écrit que le problème, il semble que d'un des problèmes est que les chercheurs ont utilisé des modèles, qu'ils ont des entrevues multiples, en posent des questions suggestives, confondant aussi les conclusions quant à la manœuvre qui a entraîné des erreurs dans les réponses. Par conséquent, les répercussions des entrevues à répétition peuvent avoir été interprétées à tort dans les études antérieures et les conditions de référence n'utilisant que les questions ouvertes et n'ont généralement pas été testées lors de l'entrevue multiple. J'ai eu de vous le lire par moi-même pour être exactement clair, mais je pense que la ligne directrice ici, le résultat est qu'ils ont eu de voir que dans le passé, il y en avait certaines recherches qui étaient désignées d'un tel point que nous ne permet pas la compréhension de l'impact des interviews multiples ou répétées qu'ils peuvent avoir sur l'habilité des enfants pour avoir l'information complète et juste. Parce que dans le passé, beaucoup des recherches ont dit que les interviews avec les techniques mauvaises étaient seules des entrevues complémentaires, ce qui n'était pas bon. Puis, il y en avait quelques études qui étaient ce qui n'était pas bon. Puis, il y en avait quelques études qui étaient complètes, les études sur terrain,
où il y en avait des certaines habilités de se sentir un peu mieux, de voir un peu mieux si l'interview deuxième ou complémentaire peut faire l'impact sur la possibilité des enfants de s'en souvenir. L'an 2007, 40 enfants, l'âge entre 6 et 13 ans, c'est que on ne peut pas le voir comme un vrai résultat sur les interviews complémentaires, mais c'était les enfants qui étaient les possibles témoins de l'abus sexuel. Dans l'interview qui était basée sur ce protocole, pratiquement, ils ont pris la pause de 30 minutes. On a permis à l'enfant de dessiner. Et après la pause de 30 minutes, le même intervieweur s'est vu encore une fois avec l'enfant. Elle les a demandé si, par exemple, ils n'ont pas déjà posé cette question à l'enfant. Et dans cette étude particulière, ce qu'on vient de trouver, c'est quand on va demander deuxièmement, après les pauses de 30 minutes, les enfants ont donné de l'information qui était divulguée, duquel 25% était nouveau, ce qui était différent de ce qu'ils ont divulgué auparavant. Généralement, les enfants, dans leur deuxième redite, ont donné des détails plus centraires que celles un peu qui n'étaient pas très importants. Et aussi le montant de l'information originelle euh, qui était divulguée par les enfants pendant le premier interview n'était pas typiquement répété pendant le deuxième interview. Nonobstant des limites de notre webinaire, c'est qu'on ne peut pas vous voir. Oui, vous nous dites peut-être oui avec la tête, mais nonobstant des limites de notre webinaire, c'est qu'on ne peut pas vous voir. Oui, vous nous dites peut-être oui avec la tête, mais je vais vous faire un exercice d'expérimentation. C'est votre, disons, c'est votre premier interview. Je voudrais que tout le monde qui est là en écoutant de revenir dans les idées dans le 1er juillet de 2018, le webinaire national qui nous réunit comme un pays en retournant le jour du Canada, le 1er juillet de 2018. Je voudrais vous demander de s'en souvenir tout ce qui s'était passé pendant le jour, dès le début de la journée, dès le début du matin, tout le jour, le soir et la nuit. Et je voudrais vous de l'écrire dans le morceau de papier de ce que vous en souvenez de ce jour-là. Littéralement, je vais vous donner 15 secondes pour le faire. Et puis d'écrire de certaines choses. Deuxième étude qui était publiée aussi dans le terrain de 2012, pardon, les 56 enfants, les victimes présumées de violences sexuelles à l'âge de 5 à 14 ans, interviewés par un NICHD. C'est un interview judiciaire avec le protocole bien connu. Ce qu'ils ont fait avec cette étude, ils ont pris ces 56 enfants, ils ont fait un protocole, une entrevue judiciaire basée sur le protocole. À la fin de l'interview, ils ont fait une pause avec l'enfant encore restant dans la pièce avec l'intervieweur. Et puis après la pause, on a dit que bien, maintenant, après avoir joué, dis à moi dès le début ce que s'était passé, dès le début jusqu'à la fin, au meilleur de tes reconnaissances. Encore une fois, ce qui s'était révélé, c'est que 58, encore une fois, ce qui s'était révélé, c'est que 58% de l'information fournie par les enfants pendant le deuxième essai de l'interview était en fait l'information nouvelle. Encore une étude, c'est la dernière étude sur le terrain qui se portait sur les interviews multiples de 2008, les petits échantillons de 19 enfants avec en forme de déficience intellectuelle quelconque, avec bien des variations dans la population. De point de vue de leur habilité de participer dans les interviews médico-légales, judiciaires. Dans ce cas particulier, ils ont fait ce qu'ils ont mis les deux interviews séparées qui étaient faites dans des occasions, dans des jours séparés avec les enfants. Ayant regardé les informations qui étaient données par les enfants pendant le deuxième interview,
ce qu'ils ont trouvé, c'est que 42% de cette information était les élaborations, les extensions, les réponses détaillées de ce qui était donné initialement. Presque 40% de l'information, c'était nouveau. Euh, Puis 17 informations, c'était l'information répétée de la part de la première entrevue et un petit pourcentage de pourcent, comme est considéré l'information contradictoire vers l'information initiale. En grande caution aussi avec beaucoup de ces études sur le terrain. Un des limites de ces essais, on n'a pas de vrai ou non, c'est-à-dire on ne sait pas si l'information est correcte parce qu'on ne sait pas ce qui s'était passé vraiment aux enfants. On vient de parler avec eux et c'est pas l'étude de laboratoire où on pourra contrôler les événements, de laboratoire où on pourra contrôler les événements et voir si les enfants ont reporté l'information d'une manière correcte. Avec toutes ces études de terrain, les 3 études de terrain que je viens de vous démontrer, c'était il semble qu'il y en a un bénéfice pour les enfants d'avoir la possibilité d'avoir la deuxième possibilité de revoir dans leur mémoire ce qui s'était passé. Et ça semble de donner une autre opportunité aux enfants pour élaborer ou pour donner l'information nouvelle. Et peut-être j'ai tort, mais je suis suspect que quand les gens pensent de deuxième interview, l'interview complémentaire, un des problèmes pour la part d'eux, c'était que les enfants vont être contradictoires et on ne pourra pas s'en finir avec le cas qui pouvait être mis devant la cour. Dans cette étude en particulier, l'information contradictoire, vous pouvez être très bas. C'est-à-dire, l'autre commentaire, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de contrôle en ce qui concerne les techniques des interviews judiciaires aussi bien. Alors, ce sont les études préliminaires pour nous donner un peu de sens de comment ça va. Maintenant, je voudrais voir. On vient de voir ce que c'était la perspective du terrain qui nous offre dans les questions. Maintenant, je vais parler de la perspective du terrain. C'est pour ceux qui sont dans les pièces avec les enfants en faisant ces entrevues. Je ne sais pas combien de fois les gens se sont trouvés en faisant une entrevue et Johnny commence à courir euh, dans la pièce où Sally commence à parler des éléphants sur le plafond. Ou bien vous pouvez vous imaginer des choses et puis il vous semble que vous allez dans le pays de l'Alice. Et puis des choses commencent les périodes assez courtes. Avec des enfants de 3, 4 ans, des gens, ils ont des histoires à vous dire. Je suis désolé, je ne peux pas vous démontrer un clip vidéo pour des choses confidentielles, mais c'est pour un enfant de 4 ans que je viens de faire l'interview, il y en a 4 ou 5 ans. Dans 30 minutes dans l'interview, quand elle a commencé de donner de la divulgation à moi, elle a commencé, on devait la faire très importunée. C'est que elle ne pouvait pas s'en faire trop. Puis à la fin, elle a dit, c'est assez de parler, maintenant vous pouvez vous taire. Alors, c'est mieux que ça vient de la part d'elle, mais le problème est que quand on va voir ces trous de la liste, quand l'interview ne va pas comme il faut reconnaître quand ça se passe et quand c'est le temps. euh, euh, le temps. Euh, c'est que on peut voir les enfants qui sont très distraits dans la pièce ou les enfants qui s'étaient surestimulés. Un de mes expériences avec les enfants dans la pièce, parfois, ou beaucoup de fois, je dirais, oui, je dirais beaucoup de fois, euh, parfois, l'attention à un avec un adulte, c'est super difficile pour des enfants. Ils ne sont pas nécessairement là parce qu'ils veulent de parler de ces problèmes et qu'ils veulent y être. Et puis, aussi l'attention qu'ils peut-être veulent prolonger avec l'adulte. Alors, euh, les candidats visés pour entrevue complémentaire, considérés ou peut-être visés pour une interview complémentaire.
J'ai généré ça en se basant sur mon expérience clinique, mais ce sont les enfants avec les capacités d'attention réduites, évidemment, ceux de l'âge de 3 à 4 ans. Alors, c'est à ce point quand il faut revoir les choses. Parfois, 20 minutes, c'est trop du temps pour eux, en opposant avec des 40 ou 45 minutes, 50 minutes avec les enfants plus âgés. Alors, euh, pour eux, c'est peut-être plus approprié de voir les interviews moins de 20 minutes. Puis, pour les enfants euh, qui ont des répercussions découlant d'un traumatisme, les enfants qui se sentent, comment dirais-je, dérégulés, les enfants qui ont eu des expériences qui ont des problèmes psychosomatiques, car on vient de les demander de parler des mémoires et des expériences potentiellement traumatiques. C'est un autre groupe des enfants que peut-être il faudra considérer. C'est un autre groupe des enfants que peut-être il faudra considérer pour une interview complémentaire. Puis, un enfant avec une réticence, pas nécessairement avec un symptôme de trauma ou distressé pendant l'interview, euh, mais les enfants qui ont pris la décision que le risque de dire c'est trop haut, alors ils ne sont pas prêts de vous dire des choses. Et avec la possibilité de notre contact, de notre entrevue, l'interaction, ça peut donner des bénéfices à ces enfants. Des enfants avec des capacités cognitives linguistiques limitées, ASD, avec les problèmes de disabilité intellectuelle, de la langue, d'autres choses. Mais ces enfants, tout simplement, ils ont besoin de plus de temps pour processer les questions et donner des réponses qu'on vient de vous demander. Alors, la longueur de l'interview augmente, le niveau dans ce type des apparences. Les enfants qui présentent la possibilité, il y en a un nombre de possibilités, des choses qu'il faut les demander, beaucoup de choses à demander. Un jour, je viens d'interviewer un enfant et il y en avait un potentiel de l'abus sexuel avec avec des membres de famille. Ils ont commencé de divulguer l'histoire de violences domestiques dans la maison, très extensive, très longue. Alors, je n'ai pas donné assez de temps pour l'abus sexuel parce qu'on vient de voir d'autres questions de problèmes dans la famille. D'autres familles où des enfants que les enfants ont vu des polyvictimisations. Par exemple, en des cas, il y en avait 5 personnes suspectes dans le cas. Alors, avec l'enfant de 6 ans, même dans 40 minutes, on ne peut pas couvrir toute l'information. Avec l'enfant de 6 ans, même dans 40 minutes, on ne peut pas couvrir toute l'information. C'est une liste plus ou moins générée par, en lisant la littérature, avec tout ce qui se base sur les facteurs de risque, euh, sur lesquels les enfants ont un risque plus haut de non-divulgation. Je voudrais que vous considérez ce groupe d'enfants aussi bien pour un interview deuxième ou complémentaire. Les enfants plus jeunes, ceux qui ont une relation étroite avec le contrevenant, les enfants qui, dès le début de l'interview, le laissent aller. Bon, et avec les réponses moins informatives, ils continuent de ne pas engager dans l'interview, continuent à l'interview. Puis, les enfants mâles, ceux qui sont venus auparavant, peut-être les enfants qui ont vu des MCP ou d'autres informations, les enfants qui ont déjà donné des entrevues où aucune divulgation antérieure n'était pas donnée, et les fournisseurs de soins qui n'encouragent pas les enfants aussi bien. Puis, parfois, on a ce type de démographique auprès des enfants qui peuvent être en bloc et carré, qui ne peut pas faire part de notre trou circulaire dans entrevue judiciaire seule.
Oui, certains gens peuvent me faire savoir qu'est-ce que je fais avec tous ces vidéos multiples. Est-ce que je peux utiliser tous les enregistrements dans le cours? L'article 715 ne préclut pas d'utiliser des déclarations multiples si les préconditions y sont pendant le temps et d'autres préconditions qui étaient déjà mentionnées. Les principes au-dessus de ça, c'est que dans la fonction de chercher la vérité, il faut prévoir, donner à la Cour la possibilité d'avoir les meilleures évidences. Et puis, avec si on a besoin des entrevues multiples, alors donner leur de compte de ce qui a été enregistré. Il n'y en a pas d'autres, il y en a pas de raison pourquoi ne pas donner des enregistrements multiples et de ne pas passer dans les cours. Et puis, comme moi et Déborah ont pensé de comment construire cet webinaire, on peut dire que maintenant, dans notre champ, c'est très clair de savoir que les divulgations, et si on parle de divulgations qui se portent sur l'abus sexuel, on peut le reconnaître très clairement que cette divulgation ne peut pas être processue dans le cours, par exemple, et même très clairement que cette divulgation ne peut pas être processue dans le cours, par exemple, et même dans 1983, le summit a eu l'opinion clinique que la divulgation ne sera pas donnée par des étapes différentes. Les enfants vont aller pas en avant, pas derrière, on ne sait jamais. Mais l'opinion clinique initiale qui était faite il y en a beaucoup ans, c'était que cela reste d'être vrai pendant notre recherche et typiquement on le voit dans notre pratique qu'on va revoir la divulgation comme un processus incrémentaire. On sait que 25 jusqu'à 40% des enfants vont divulguer pendant l'âge des enfants. Et de ces enfants-là, c'est très commun d'avoir les divulgations initiales des mois, même des années après. Et même si on prend les enfants dans notre système et on vient de faire l'entrevue officielle, alors les enfants du point de vue de conversation, on sait que un tiers de ces enfants ne vont pas donner la divulgation ou vont donner des négatifs falsifiés. Euh, Compte tenant cela, et en comprenant la divulgation d'être un processus, et je pense que c'est une autre chose très importante d'y penser quand on va prendre la décision d'offrir à un enfant plus d'une opportunité de dire quelque chose, s'ils ont quelque chose à dire. Une des questions est pourquoi les enfants vont ou ne vont pas faire la divulgation. Il n'y en a pas une certaine réponse pour ça, mais c'est très spécifique en se basant sur le cas, sur l'enfant particulier, sur la situation particulière. Tout ça, ces choses, il n'est pas à faire la divulgation. Il n'y en a pas une certaine réponse pour ça, mais c'est très spécifique en se basant sur le cas, sur l'enfant particulier, sur la situation particulière. Tout ça, ces choses, il était recherché pendant les recherches cliniques. Je me souviens très clairement que pendant la deuxième interview avec un enfant, ayant demandé à l'enfant que je vais suggérer que bien quand on va voir plus tard dans le webinaire en faisant la suggestion que pendant le deuxième interview, on pose toujours la question aux enfants que on dit vous avez déjà parlé à d'autres gens, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé aux autres gens de ce que vous venez de me dire aujourd'hui? Notre fille vient de me dire, en répondant de cela, le founder était un adulte et moi, je ne suis qu'un enfant. Et qui est-ce qui va croire un enfant? Il était un enfant, il n'était pas l'enfant, moi j'étais l'enfant. Alors personne ne va pas me croire. La grande majorité des enfants qui sont venus en contact avec nous, tous ces enfants ont eu des expériences généralement traumatiques comme les témoins des abus sexuels, l'assaut sur d'autres enfants. On sait que les enfants, pas nécessairement, vont passer par ces situations sans des symptômes de point de vue pédiatrique,
qu'on sait que les enfants peuvent développer et avoir les problèmes avec. Pas tous les enfants, mais certains enfants avoir les difficultés de concentration. Une chose très typique des symptômes traumatiques, c'est évitement. C'est que c'est plus simple pour eux de ne pas parler de ça. Quand les enfants, pendant l'interview, disent que je ne me souviens pas, je ne veux pas en parler, ou je ne suis pas sûr, vous savez, ça devient un interview dit que je ne me souviens pas, je ne veux pas en parler, ou je ne suis pas sûr. Vous savez, ça devient une chose pas tout à fait simple parce qu'on ne sait pas si c'est l'évitement ou c'est le manque de mémoire. Puis, il y en a aussi des enfants qui viennent avec des symptômes de revivre, c'est-à-dire les problèmes somatiques, comme ils ont eu les événements et revivant les événements quand on parle avec eux. Puis, n'oubliez pas, en termes de prendre la décision si on fait le deuxième interview ou quand le deuxième interview doit être fait, c'est que parfois ou beaucoup de fois, euh, des événements très importants et significatifs peuvent se passer dans la vie des enfants entre le premier et le deuxième interview. C'est que un exemple typique, c'est si après le premier interview, même avec des problèmes, des enfants veulent être appréhendés, ben, ils se trouvent dans des maisons au dehors de leur propre maison, avec le système de famille est cassé, ben, il faut les retirer de leur maison. Alors des choses peuvent devenir très différentes du point de vue des enfants, des perspectives des enfants après qu'on vient de faire le premier interview. Parfois, c'est pour le bien-être. C'est qu'ils ils vont croire que les enfants vont être séparés de leurs sœurs, ils vont se sentir plus sûreté, ils vont être plus francs, plus ouvertes, vous donner plus de l'information. Mais aussi, on aussi sait qu'il y en a des choses opposées qui peuvent y être. C'est-à-dire, on met l'enfant dans la maison autrui et on a le risque que l'enfant ne va plus y parler. Une chose très importante est de penser toujours, quand on pense d'un cas à l'autre, de cela. Je voudrais vous démontrer un autre clip vidéo, mais je ne peux pas. C'était une enfant de 13 ans, interviewée par un de mes collègues de police de Toronto. Je voudrais vous démontrer l'exemple de cette jeune fille qui était interviewée initialement et a donné vraiment, je ne dirais pas, donné pas la divulgation partielle, mais pratiquement, on vient de le trouver dans la pièce de l'hôtel avec un homme de 27 ans. Elle a eu 11 ans à ce temps-là et en se basant sur les différences de l'âge et aussi bien sûr des images et des chats qui étaient trouvés sur les médias sociaux. Alors la police pouvait aller en avant et faire le cas. Mais dans l'interview, dès le début, elle n'a divulgué rien que la police pouvait aller en avant et faire le cas. Mais dans l'interview, dès le début, elle n'a divulgué rien que la police pourrait reconformer avec les médias sociaux. Elle n'a donné aucune divulgation, sauf qu'elle vient de voir cet enfant, ce monsieur sur le média social. Elle est venue dans l'hôtel pour cette nuit-là. Mais 2 semaines avant des entrevues préliminaires, et avec son père, elle vient de prendre le contact avec le bureau et elle a dit, il y en a 2 semaines avant, qu'elle a voulu donner une autre divulgation. Et dans le deuxième interview, elle, encore une fois, elle a donné une bonne divulgation sur l'assaut sexuel. Ce qui s'était passé avec l'enfant, entrevue, elle a eu des conseils, des traitements. Et après, 27, de 11 ans, d'avoir une relation sexuelle avec un homme de 27 ans, dans le clip, elle a fait la description de ses perspectives différentes qui l'a permis de nous donner cette information à nous et aux polices pendant la deuxième entrevue. Puis, les cours reconnaissent qu'il n'y en a pas la connexion entre le temps, entre le temps et l'information produite et la vertu de la décision.
La décision de DD dans 2000 par Justice Major à ce temps-là, il y en avait la décision qui dit qu'il n'y en a pas en règle spéciale de ce que comment les affaires d'agression sexuelle vont se comporter. Certains vont donner de l'information immédiatement, certains vont donner la divulgation dans certains temps, et certains ne vont pas donner la divulgation jamais. Dans certains temps, et certains ne vont pas donner la divulgation jamais. C'était reconnu dans les cours et par les cours. Il y en a une variété de raisons pourquoi les gens ne vont pas donner la divulgation. Ça peut être le manque de compréhension, la peur, la gêne, culpabilité. Et puis, on va voir si l'information sera donnée pour expliquer pourquoi la divulgation n'était pas donnée immédiatement. Alors, les cours, dans ce cas-là, reconnaissent que le fait d'avoir la divulgation plus tard ne fait rien. Puis, la question, après, c'est que aussi la question des divulgations incrémentaires, pas seulement retardées. C'est quand les enfants vont donner la divulgation, certaines divulgations dans la première entrevue et puis d'autres dans des interviews, deuxième, troisième, etc. C'est que la vue, du point de vue de la Cour, c'est la même comme pour divulgation retardée. C'est-à-dire la progressive et retardée, ce sont les divulgations qui sont permises et il n'y en a pas des circonstances et des nécessaires ou des divulgations des experts qui doivent l'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais utiliser les témoignages des experts. Il y en a des cas où on peut avoir des inconsistances significatives dans les divulgations des plaignants. Et dans ces cas, ça peut être le cas de voir les voir dire et de voir les tests des experts dans le champ. Et alors, dans ces cas-là, on peut appeler les experts pour l'expliquer. Mais ces cas, ils sont bien différents de ces cas qui étaient mentionnés auparavant, avec la divulgation des retardés ou progressives. C'est quand la victime ne fait pas la divulgation ou fait la divulgation progressive, une à une. Alors, à la mémoire, d'une manière très courte, à ce qu'on sait qu'est la mémoire, c'est le processus qui est appelé réminiscence, rémémoration. C'est que c'est le processus quand on essaie de revoir les mémoires de la part de notre capacité de mémoire. Ce qu'on sait, c'est typiquement le scan initial de votre mémoire quand vous demandez à votre mémoire de vous donner l'information quelconque ne vous permet pas de revoir toute l'information qui est dans votre mémoire. Et puis, si vous essayez encore une fois, c'est comme sur ce photo, réessayer. Et c'est peut-être bénéficiel pour les recherches, après les recherches initiales, pour revoir plus de l'information et retirer plus de l'information de votre mémoire. Information plus complexe pour les adultes et pour les enfants. Un petit test, on va vous remettre sur l'exercice expérimental. Les gens reprenez le morceau de papier où vous avez écrit toutes les choses que vous êtes passées le 1er de juillet. Faites-le encore une fois. Repensez le 1er de juillet de 2018. Essayez de revoir tout ce que vous avez fait pendant le jour, dès le début de la journée, vers la fin de la journée et la nuit. Et essayez de revoir si vous vous en souvenez. Plus de l'information, c'était le temps de World Cup, c'était le dimanche, peut-être penser où est-ce que vous étiez, avec qui vous étiez, qu'est-ce que vous avez mangé ce jour-là. Et vous avez 5 secondes, littéralement, maintenant, pour augmenter votre information. Ce que c'était intéressant pour moi, si quelqu'un pouvait faire de plus de l'information, c'est votre interview complémentaire, ma formation. Ce que c'était intéressant pour moi, si quelqu'un pouvait faire de plus de l'information, c'est votre interview complémentaire maintenant, deuxième interview. Et j'espère que vous avez eu de plus de mémoire avec CQ Extra. Bon, il me faut continuer. C'est la part appliquée de notre webinaire. J'essaierai de
continuer parce que beaucoup de gens sont intéressés dans l'application des choses, les considérations pour la tenue d'entrevues judiciaires complémentaires. Dans ma tête, c'est complètement essentiel. Si vous allez donner l'entrevue complémentaire, il faut revoir le premier interview. C'est essentiel. Ce que vous ne voudriez pas faire, c'est de faire une réplication complète du premier interview en faisant le deuxième interview. Il faut qu'il, sur un certain degré, interview pour s'assurer que vous avez un peu de rapport que vous avez établi avec l'enfant, aussi bien que les gens peuvent avoir cette possibilité de revoir des choses dans leur mémoire, peut-être qui va encourager les retenues de mémoire plus approfondies. Je viens de le mentionner déjà, si les gens vont donner l'information sur le premier interview, euh, laissez-le vous savoir pourquoi est-ce qu'ils ont pris la décision de donner plus de l'information. On vient de me demander dans le cours aussi, mais ça peut toujours être problématique de demander, OK, ces petites Sally de 6 ans, on vient de la poser toutes les questions pendant la première interview. Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas de vous donner cette information dès le premier revue? Les enfants, ils ont toujours des réponses. Peut-être, j'ai eu peur, je pensais qu'on ne veut pas de 6 ans. On vient de la poser toutes les questions pendant la première interview. Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas de vous donner cette information dès le premier revue? Les enfants, ils ont toujours des réponses. Peut-être, j'ai eu peur, je pensais qu'on ne veut pas me croire, je n'étais pas très confortable. Il y en a toute une gamme de choses que les enfants vont nous dire, mais euh, si c'est l'interview judiciaire complémentaire deuxième, alors suit les lignes directrices dans notre champ. Euh, Certaines considérations pour les enfants qu'on va classifier comme réticents. Les enfants, comme je viens de mentionner auparavant, ce sont les enfants qui typiquement, ils ont quelque chose à dire, mais pour des raisons certaines, ils ont pris la décision qu'ils ne vont pas vous le dire. Ils ne voudront pas ou ils ne sont pas capables d'avoir cette décision, cette discussion avec vous, à ce jour particulier. Alors, si pendant le premier, section de construire le rapport avec l'enfant pendant l'interview, à ce point, juste à ce point, vous pouvez toujours commencer d'avoir des idées de la part de ces enfants, peut-être pas tout à fait si claires comme les photos que vous voyez maintenant, peut-être pas si claires, mais parfois ce sont des choses que les intervieweurs doivent être capables de voir. Si les enfants vous donnent beaucoup de réponses ou non, s'ils essaient de se mettre au-dessous de la table, des chaises, ne pas vous prendre le contact avec les yeux. Si vous êtes sur ce point-là et vous sentez que pendant la pratique de votre interview, les enfants n'y sont pas, ils n'ont pas engagé encore, ils ne vont pas vous donner beaucoup de réponses, même pour la question oui-non. Alors, les protocoles de 2014 ont révisé le NICA. Si lors de la phase précédente des questions de fond, l'enfant ne se montre pas coopératif et demeure réticent à mettre fin à l'interview et prévoir une autre entrevue pour continuer à tisser un lien. Et je sais que l'interview, c'est toujours bien, c'est notre travail d'y être pour faire l'interview, il faut continuer. On a mis ce temps pour le faire. On a 4 interviews pendant le jour, d'autres investigations à recommencer. Mais mais si votre questionnement persistant ne va pas vous y mettre là où vous voudriez, ou même plus important, ne va pas donner une bonne opportunité à l'enfant de dire quelque chose, je voudrais que des gens considèrent de mettre à la fin pour l'interview et le mettre à un autre jour. Des recherches de ce que s'était passé quand on persiste avec l'enfant qui est réticent et on sait qu'on vient de devenir un peu frustré. Peut-être l'enfant ne va pas le démontrer, mais ce qui se passe typiquement, c'est que on donne des commentaires supportifs pour les enfants et puis on va prématurément aux questions oui ou non, ou même pour les questions suggestives, parce qu'on pense qu'on va continuer et assister les enfants. Alors, à la fin de la journée, on va finir de
d'utiliser les techniques suboptimales, pas optimales du tout, et l'information obtenue de la part des enfants aussi ne sera pas optimale. Si vous voyez que les choses ne vont pas bien, on n'a pas l'engagement dès le début, alors considérez ça, considérez la possibilité de finir l'interview et refaire un autre jour. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que pendant l'audience de la Cour, pour utiliser quelque chose sous l'article 715 du Code criminel ou l'information 540 pour l'interview préliminaire, l'enfant doit adopter l'information donnée pendant l'entrevue. C'est que parfois on a les vidéos de la part de l'enfant et puis l'enfant ne peut pas ou ne voudrait pas donner le témoignage pendant le cours. Euh, alors, peut-être c'est parce que l'enfant souffre de la part de trauma et c'est pourquoi elle ne peut pas faire part du processus normal. Et il n'y en a pas des témoignages multiples ou seuls qu'on pourra utiliser. Euh, on pourra l'utiliser s'il doit être nécessaire, si le témoin ne peut pas témoigner après. Ou le plus important, c'est que déterminer la fiabilité des circonstances, c'est-à-dire de voir si les déclarations sont fiables et circonstances, c'est-à-dire de voir si les déclarations sont fiables et dans des circonstances qui vont garantir la fiabilité. Bon, on a 5 minutes de questions. Alors, pour les derniers quelques minutes que j'ai encore, je vais voir les cas avec les divulgations que j'appelle partielles. Les enfants qui sont venus initialement pour l'interview, pour le premier interview, ils ont donné quelques informations judiciaires. Après, vous avez eu que ça devient un peu problématique et vous ne savez pas ce qui se passe avec l'enfant. Et deuxièmement, on essaye. À l'enfant de 6 ans, elle a dit à une cousine qu'elle a vu le peine de cousin. Les 6 ans, l'autre enfant de 6 ans a répété ça à sa mère. Et puis, la mère est devenue très émotionnelle. La mère a pris le contact avec la police. Alors, pendant le premier interview de police, l'oncle a démontré son peine. Et puis, elle a fait les descriptions avec les suspects. Et puis, elle a dit à la fin, eh, je ne veux pas faire ces jeux avec les deux docteurs de plus. Et puis, l'intervieweur a essayé beaucoup de voies, beaucoup de possibilités pour avoir l'élaboration des descriptions de plus de détails de ce que c'était le jeu de docteur. Mais il était déjà dans 45 minutes de l'interview quand elle vient de mentionner ce jeu de docteur et c'était un grand fatigue de la part de l'enfant déjà. Alors, pendant ce que j'ai sur l'écran, bien, vous allez voir le protocole qui était utilisé pendant la première interview et puis le protocole de deuxième interview complémentaire. Vous voyez que l'introduction est la même, les instructions relatives à l'entrevue et les pratiques étaient faites pendant la première entrevue avec l'enfant. Ce que je viens de faire avec l'interview complémentaire, je viens de m'introduire. Je suis un autre intervieweur, un autre tempo avec l'enfant. Je n'ai pas voulu de répéter toutes les instructions dès le début et je viens de leur demander ce qu'elle s'en souvenait des instructions de la part de première entrevue. Elle était une bonne enfant, elle s'en souvenait tout. Alors je fais le rapport plus court avec elle parce que je pensais qu'elle a fait part de l'interview déjà très vite. Pendant la première entrevue, du point de vue de transition pour les questions substantivées, on vient de parler de la famille, pourquoi elle a été, parler des cousins, est-ce que la mère se préoccupait de quelque chose, enquêter avec tous ces prompts. En ce qui concerne de jouer avec le jeu de docteur, avec l'exposition de peine. Je n'ai pas voulu de répéter l'exposition de peine, mais j'ai voulu l'exposition de peine, mais j'ai voulu bien de poser des questions très ouvertes. Qu'est-ce que vous voudriez me dire aujourd'hui pour donner l'opportunité aux enfants, à l'enfant de décider ce qu'elle va me dire?
Puis, typiquement, je dis qu'il faut parler des choses desquelles vous venez d'être demandé pour la première entrevue, pour encore une fois, pour la laisser savoir, laisser prendre la décision de qu'est-ce qu'elle va me donner comme l'information. Et puis, d'une manière très vite, parce que bien, elle a parlé pendant la première interview des jeux. J'ai commencé de la mettre d'une manière très vite dans cette direction. Elle vient de me donner l'information en résultant de ces deux prompts. Puis,